Là, on se rend pas compte quand on voit ça comme ça, mais ça, c'était vraiment un lieu mythique, un spot légendaire, vraiment incroyable. Tout le monde venait ici, c'était le point de ralliement. Et les gens qui passaient ici à l'époque, et même maintenant, ils se rendaient pas compte de tout ce qu'il y avait derrière. Tout un mouvement skate qui était en train de naître, qui était vraiment dans toute son effervescence, tu vois. Je me souviens vraiment de la première fois où on a découvert, c'est mon frère, donc Stan, qui était venu. C'était encore en chantier, il y avait encore les planches ici. Ça devait être à peu près en 89, 90, je ne sais plus exactement. On a guigné derrière les barrières, puis on a vu que ces magnifiques stairs, ce qu'on voit là, en fait, c'était encore des plans inclinés, en fait. Et le plan incliné, c'est très attirant pour nous, les skateurs. Du coup, on a commencé à le skater un peu tranquille, quoi. Pendant les travaux. Dès que le bâtiment a été ouvert, on a directement commencé à le skater. Au début, c'est resté assez discret par rapport au théâtre ou par rapport aux voisins. On était moins de skateurs que plus tard ou maintenant. Et des plus petits groupes. C'est devenu un peu le spot emblématique de la ville, où tout le monde se rejoignait, où tout le monde se retrouvait. Il y avait tout le temps quelqu'un, c'est ça, c'était le spot où tu pouvais venir n'importe quel jour de la semaine ou du week-end, tu étais sûr de tomber sur au moins un ou deux skateurs, quoi. On se posait même plus la question de savoir où on allait skater, on se voit tous les jours au Grutli, et puis ça chill là, les litres de thé froid, les spliffs et tout le bazar, quoi. Et samedi, dimanche, ça pouvait être épique, il pouvait y avoir vraiment énormément de monde. Faut remettre, hein, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les Natel. Il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait aucun moyen de communication. Et on se donnait rendez-vous au Grutli, tu vois. À 1h, 2h de l'après-midi, les gens commençaient à arriver au Grutli tout seuls, tu vois. Et vraiment, t'arrivais, il y avait plein de skateurs, tu voyais même plus le théâtre, quoi, tu vois. C'était plus un spot de skate qu'un théâtre, tu vois. Moi, je pense qu'au début, je savais même pas que c'était un théâtre, quoi. On a commencé aussi à avoir du tourisme, enfin, des mecs un peu plus loin, de Thonon, d'Annecy, des mecs en tour. Et on venait vraiment au Grutli depuis la France, depuis même loin. Il y a des gens, ils venaient de loin parce que c'était un spot qui était hyper connu. Et puis on savait que là, on allait voir tous les gars forts dont on avait entendu parler, etc. Que c'était vraiment l'endroit où ça se passait, quoi. Les choses se passent. Il y a JB Gilet qui venait, les Lyonnais, ils venaient souvent à Genève. Il y avait Eric Poupecki, tous les gars de chez Minei. Donc Minei, c'était vraiment la marque à l'époque, à la mode, tu vois. C'était vraiment typiquement tout l'esprit Grutli, il était dans la mouvance Minei, en fait. Minei, c'est tout l'esprit skate, hip-hop, gangster, tu vois. Je me souviens d'une démo Birdhouse. Ocean Owell, Willy Santos et Tony Hawk étaient là, ils skataient pas, mais étaient venus à vérifier pour Tony Hawk, hein, parce que je veux pas passer pour un mytho. Ah ouais, confirmé, bien sûr. Mais tout le team était là. Parce qu'ils avaient entendu parler du Grutli, tu vois. Ils avaient entendu parler du Grutli. Même à San Francisco, le Grutli, ils connaissaient le Grutli, quoi. On a vite réalisé que c'était un super spot de skate. C'était un skatepark avant l'heure, quoi. Et donc, ils ont très vite abîmé tout le parvis. Et donc, les architectes et la ville de Genève, on avait un petit peu gros sur la patate. Puis aussi le bruit. Donc, le bruit des skates du soir au matin et du matin au soir, pendant les séances de cinéma, pendant les séances de théâtre, durant l'exposition des photos ou même pendant que les gens mangeaient à midi sur la terrasse. Je me souviens d'avoir eu des commentaires de clients qui auraient bien voulu manger tranquille. Les soucis aussi, c'est qu'on squattait aussi à l'intérieur, tu vois, l'hiver. Et puis, ça nous arrivait même dormir, même de skater à l'intérieur, au 2e et 3e étage. On mangeait dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu comme notre 2e maison, quoi.
D'abord, le concierge a commencé à nous chasser, plus ou moins avec diplomatie. Les voisins nous lançaient des trucs, des ampoules, de l'eau, des insultes. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui explose à côté de toi et tu lèves la tête et c'est un voisin pas content. Il y avait tellement de monde à une époque, je parlais de 40 personnes qui skatent en même temps, pendant les répètes. On faisait pas attention aux gens qui passaient, c'était pas cool. Et le gars arrivait, il jetait du sable, il jetait des cailloux. On arrive un matin et le spot était recouvert de gravier. C'était vraiment une plage de gravier, je sais pas, il y avait peut-être 3 tonnes de gravier. Depuis plusieurs années, l'esplanade du Grutli est devenue le terrain de jeu favori des skateurs. Excédée, la direction s'est plainte à la ville, sans succès. La ville de Genève a été peut-être un peu lente à réagir, ce qui fait que Bernard Meister a employé les grands moyens en faisant livrer du gravier sur l'esplanade pour empêcher les skateurs de pratiquer leur sport. Ça a été même, je crois, relayé par la presse. Il y avait des marches, des curbs, des plans inclinés et ils ont foutu du gravier. Ça me prend la tête, quoi. Et ce jeune adepte de la planche à roulettes n'est pas le seul à maudire les responsables du théâtre du Grutli qui en avaient marre d'entendre les roulements des planches sur leurs escaliers toute la journée. Alors là, on est juste dessous de la piste où ils font du skate, ça fait caisse de résonance. Quand on répète juste à côté des pièces un peu sensibles, etc., c'est impossible, il y a trop de bruit. Le silence a certes repris le dessus depuis que des graviers ont été déversés sur les marches du théâtre, mais le problème n'est pas résolu pour autant. La direction du Grutli a envoyé la facture à la division de l'aménagement des constructions de la ville, qui ne souhaite pas pour sa part s'exprimer sur la question. La ville de Genève a réagi assez rapidement en faisant enlever le gravier. Ils n'ont pas apprécié parce que la décision d'amener du gravier a été prise par le directeur du théâtre et pas par la municipalité, qui certainement n'avait pas envie, je pense, d'utiliser ce procédé. Je pense qu'ils avaient peut-être déjà, ou ils n'avaient rien en tête, ou voilà, ils voulaient se dire non, mais ça va s'arranger, je ne sais pas. Mais ils ont été pris de vitesse. Les autorités ont décidé de demander au Grutli d'enlever les cailloux et à la place, ils ont fait ces magnifiques rainures et ils ont installé ces magnifiques pavés pour nous compliquer la tâche, quoi. C'est le coup de grâce, c'était inskatable, c'était même plus plaisant de skater autour. On ne pouvait ni atteindre les curbs, ni les marches où il y avait ces pavés. Et c'était un peu la vraie fin, je pense que c'était autour de 2000. Ça a complètement tué une dynamique sociale. Sur le coup, ça nous a fait un coup, tu vois. Sur le coup, il y en avait, ils ont arrêté le skate après ça. Parce que c'était leur maison, ils ont commencé au Grutli et ils ont fini avec le Grutli, tu vois. Leur crew, leurs amis, leurs trucs, le point de rendez-vous, c'était ici. Et quand ça a disparu, ils sont partis, ils ont arrêté, tu vois. Ça nous a chacun envoyé chacun dans sa vie, quoi, après. Ça nous a vachement séparés, quoi, ce moment-là. En face de l'esplanade du Grutli, vous avez des immeubles d'habitation et nous recevions régulièrement des plaintes. Les utilisateurs de la maison du Grutli et aussi ceux qui y travaillent toute la journée en avaient vraiment assez d'être dérangés régulièrement et quotidiennement. Par conséquent, à un moment donné, il faut prendre des mesures pour permettre simplement de garantir la cohabitation de l'ensemble des personnes concernées. Les plaintes ne faisaient qu'amplifier et nous devions de trouver une solution pour y remédier. Après ma génération, la génération suivante, ils ont vraiment été habitués au skatepark. Ils n'avaient pas le souvenir d'un Grutli glorieux, donc eux ils s'en foutaient, tu vois. Pour eux c'était juste un ancien spot fermé, puis c'est tout. Tu vois, donc pour eux c'était pas important d'aller au Grutli, c'est comme ça que ça s'est perdu. Et c'est aussi comme ça que ça s'est perdu pour plein de spots en ville, tu vois. Il y a eu la place de l'Octroi qui a été anti-skaté, le Grutli anti-skaté. Il y avait le spot du Val d'Arve qui était un fameux spot, la fontaine là-bas vers Cornavin aussi, c'était un spot fameux. Tu vois, il y a vraiment eu une volonté de stopper le skate en ville. C'était pas que le Grutli, tu vois. Ça a toujours été un lieu un peu mythique comme ça dont on parle avec beaucoup de nostalgie. Mais en tout cas pour moi, c'est vraiment un lieu où j'en ai toujours entendu parler en bien et où je regrette de ne pas avoir pu connaître cette période, tu vois. Même si maintenant on arrive quand même à venir y skater un petit peu.
tous ces anti-skates là, ça empêche de skater, mais ça aussi, ça pousse à... Bah, en fait, ça empêche pas vraiment, ça change le truc en fait. Genre par exemple là, les marches, elles sont juste plus longues parce qu'il y a des pavés, ou alors il y a l'anti-skate avant, donc il faut peut-être faire une figure par-dessus, puis enchaîner les marches, donc c'est presque un peu plus dur, mais ça rajoute un challenge. Et du coup, c'est vrai c'est plus un lieu, du coup, ouais, on vient, comme tu dis, on a une idée de tricks, on vient, on le fait, puis on se barre, et puis on essaye de pas rester trop longtemps, quoi, parce qu'on sent qu'on n'est pas trop les bienvenus. S'il y avait un Grutli en 2022, comment ça pourrait se passer? Alors je pense qu'il y a des contraintes techniques quoi, et urbaines, le fait qu'on est quand même dans le centre-ville, dans un endroit très dense. Ces places là, c'est au pied des immeubles, il y a un restaurant, il y a la terrasse l'été qui est arrivé plus tard, mais c'est pas un lieu cool pour le skate pour les gens, on va dire. Alors je vois pas vraiment, je pense pas comment il y aurait pu avoir des issues. Je pense que ça s'est fait comme ça s'est fait, il n'y aurait pas eu mieux, je pense. Voilà, si tout de suite il y avait une discussion, vous descendez au théâtre, peut-être que, vous voyez, on regarde ensemble, il y a des horaires, il y a des périodes, vous voyez, il y a des saisons, par exemple, fin juin c'est fini, il n'y a plus rien en principe au théâtre. On peut parler, on peut vous donner notre programme, voilà, et puis échanger. Voilà, ça n'a pas été visiblement. Mais bon, voilà, je ne peux pas vous dire plus. À l'époque, on n'était pas du tout dans ce genre de places hybrides qui peuvent être à la fois un lieu urbain, de vie normale, avec des bancs, des chaises, des endroits pour pique-niquer ou pour se poser, et puis qui a l'utilité double de pouvoir être skatable et utilisable par toutes sortes de riders, quoi. Et ça, c'était pas un concept qui était à l'époque déjà dans les têtes, alors que maintenant, ça arrive. Il y a ce concept un peu hybride de plaza, mais qui n'est pas vraiment purement pour le skate. Je pense que le truc, c'est de parler, quoi, c'est de communiquer, clairement. Et à l'époque, il n'y a pas eu de table ronde entre les voisins, le Grutli, les skateurs, pour des raisons que j'ignore, mais je pense qu'il y a eu un manque à ce niveau-là. Après, à l'époque, le skate n'était pas du tout, on n'était pas du tout en assos, pas du tout fédéré. C'était vraiment des individus qui kiffaient leur sport. Donc, ils n'avaient pas beaucoup d'interlocuteurs en face, quoi.